Bonjour, nous sommes quel jour? Le mercredi 8 avril. Virginia Woolf, L'art du roman, dans la collection Signature Point, qui font partie des éditions du Seuil. Alors, L'art du roman, qui n'est pas le titre original d'ailleurs, ce sont des textes, des conférences, des articles de Virginia Woolf. Ça a été publié pour la première fois, je vois, en 61, 20 ans après sa mort. Et il y a des extraits de ce que Virginia Woolf avait rassemblé sous le titre de Common Reader, qui veut plutôt dire le lecteur commun que l'art du roman. Alors l'art du roman, qu'est-ce que c'est? C'est une série de conférences et d'articles sur l'écriture, la lecture, le passage de l'un à l'autre, où elle traverse tous les auteurs qu'elle aime, ou même des auteurs qu'elle aime moins. L'art du roman, l'art de la poésie aussi, des comparaisons entre les deux. Et j'ai pas lu tous les articles dans ce livre, mais j'avais commencé, lorsque je me suis procuré le bouquin, par celui-ci, dont le titre, en tout cas dans l'édition, c'est « Comment lire un livre ». Je ne sais pas si c'est le titre évidemment original de Virginia Woolf, ni même s'il y avait un titre à cet article ou cette conférence. En tout cas, c'est « Comment lire un livre ». Et pour toutes celles et tous ceux qui écrivent ou qui sont en atelier d'écriture, ce texte me paraît judicieux. Allons-y. Tout d'abord, je veux souligner le point d'interrogation à la fin de mon titre. Même si je pouvais répondre à la question pour mon propre compte, la réponse ne s'appliquerait qu'à moi et pas à vous. Le seul conseil en effet qu'une personne puisse donner à une autre à propos de la lecture, c'est de ne demander aucun conseil, de suivre son propre instinct, d'user de sa propre raison, d'en arriver à ses propres conclusions. Si cela est bien entendu entre nous, alors je me sens à l'aise pour avancer quelques idées, quelques suggestions, parce que vous ne les laisserez pas entraver cette indépendance qui est la qualité la plus importante qu'un lecteur puisse posséder. En somme, quelle loi pourrait-on formuler quand on parle de livres? La bataille de Waterloo a été certainement livrée tel jour. Mais est-ce que Hamlet est une pièce de théâtre supérieure au roi Lear? Personne ne peut dire. Chacun doit en décider pour soi-même. Admettre dans nos bibliothèques des autorités, si lourdement fourrées et enrobées qu'elles soient, c'est détruire l'esprit de liberté qui est la vie même de ces sanctuaires. Partout ailleurs, nous pouvons être liés par des lois et des conventions. Ici, nous n'en avons aucune. Mais pour jouir de la liberté, si l'on me pardonne cette expression banale, il nous faut bien entendu exercer un contrôle sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas gaspiller nos pouvoirs par incapacité, par ignorance, inondant la moitié de la maison pour arroser un seul rosier. Nous devons les exercer avec exactitude, avec force, là, au bon endroit. C'est peut-être une des premières difficultés que nous rencontrons dans une bibliothèque. Où est le bon endroit? On peut n'y voir qu'un tas, un amas confus, poèmes et romans, nouvelles et mémoires, dictionnaires et bottins, livres écrits en toute langue par des hommes et des femmes de tout tempérament, de toute race, de toute époque, se coudoient sur les rayons. Et dehors, l'âne braie, des femmes bavardent à la pompe, les poulains galopent à travers champs. Par où commencer? Comment mettre de l'ordre dans cette multitude chaotique et tirer ainsi le plaisir le plus profond et le plus vaste de ce que nous lisons? Il est assez simple de dire que, puisque les livres sont de genres divers, romans, biographies, poésie, nous devrions les classer et prendre à chaque genre ce qu'il est juste que chacun d'eux nous donne. Mais peu de gens demandent aux livres ce que les livres peuvent nous donner. Le plus communément, nous abordons les livres avec un esprit confus et divisé, demandant aux romans d'être vrais, à la poésie d'être fausse, à la biographie d'être flatteuse, à l'histoire de renforcer nos propres préjugés.
Si nous pouvions bannir quand nous lisons toutes ces idées préconçues, ce serait un admirable commencement. Ne donnez pas d'ordre à votre auteur. Essayez de devenir lui. Soyez son collaborateur et son complice. Si dès l'abord vous reculez, si vous faites des réserves, des critiques, vous vous empêchez de tirer tout le profit possible de ce que vous lisez. Mais si vous ouvrez votre esprit aussi large que possible, des signes, des indices d'une finesse presque imperceptible dans le tour et le détour des premières phrases vont vous mettre en présence d'un être humain différent de tous les autres. Imprégnez-vous de cela. Familiarisez-vous avec cela et bientôt vous verrez que votre auteur vous donne, ou essaye de vous donner, quelque chose de beaucoup plus précis. Avec les 32 chapitres d'un roman, si nous parlons d'abord de la lecture d'un roman, il essaye de faire quelque chose d'aussi construit et équilibré qu'une maison. Mais les mots sont plus impalpables que les briques. Lire est une opération plus longue et plus compliquée que voir. Le moyen le plus rapide de comprendre ce que sont les matériaux du romancier, c'est peut-être non pas de lire, mais d'écrire, de faire votre propre expérience des dangers et des difficultés des mots. Rappelez-vous alors quelque événement qui a laissé sur vous une impression distincte. Comment, par exemple, vous avez dépassé au coin de la rue 2 personnes qui parlaient ensemble. Un arbre se balançait, un fil électrique dansait, le ton de la conversation était comique mais en même temps tragique. Toute une vision, tout un monde en puissance semblait contenu dans cet instant. Mais quand vous essayez de le reconstruire avec des mots, vous constatez qu'il se brise en 1000 impressions qui se heurtent. Certaines doivent être atténuées et d'autres accentuées, ce qui va probablement vous faire perdre toute prise sur l'émotion elle-même. Alors, laissez vos pages gribouiller, brouillonner, pour le premier chapitre de quelques grands romanciers, Defoe, Jane Austen ou Thomas Hardy. Maintenant, vous serez plus capable d'apprécier leur maîtrise. Ce n'est pas simplement que nous nous trouvons en présence d'une autre personne, Defoe, Jane Austen ou Thomas Hardy, c'est que nous vivons dans un autre monde. Ici, dans Robinson Crusoe, nous cheminons sur une grande route unie. Une chose arrive après l'autre. Le fait et la place du fait suffisent. Mais si le plein air et l'aventure sont tout pour Defoe, ils ne sont rien pour Jane Austen. À elle, le salon, les gens qui parlent et par les multiples miroirs de leurs paroles révèlent leur caractère. Et si, quand nous nous sommes accoutumés au salon et à ses reflets, nous nous tournons vers Hardy, nous voilà une fois de plus dépaysés. Autour de nous, la lande, et au-dessus de nos têtes, les étoiles. L'autre côté de l'esprit nous apparaît maintenant, le côté obscur qui se révèle dans la solitude, pas le côté clair qui se montre en société. Nos rapports ne sont plus avec les hommes, mais avec la nature et la destinée. Mais si différents que soient ces mondes, chacun est cohérent en soi-même. Celui qui le crée a soin de suivre les lois de sa propre perspective, et si grand que puisse être l'effort qu'il nous demande, il ne nous jettera jamais dans la confusion, comme le font si souvent des écrivains de moindre envergure, quand ils introduisent 2 genres différents de réalité dans le même livre. Ainsi, aller d'un grand écrivain à un autre, de Jane Austen à Hardy, de Peacock à Trollope, de Scott à Meredith, c'est être attaché et déraciné, projeté ici puis là. Lire un roman est un art difficile et complexe. Il vous faut être capable non seulement d'une grande finesse de perception, mais encore d'une grande hardiesse d'imagination si vous voulez mettre à profit tout ce que le romancier, le grand artiste, vous apporte. Alors désolé pour les bruits parasites, c'est le chat qui avait sa crise de folie quotidienne. Le confinement lui pèse un petit peu aussi, je pense. Voilà, Virginia Woolf, l'art du roman, que j'ai donc lu avant Une chambre à soi, par exemple. Virginia Woolf, quelqu'un d'important, on est bien d'accord. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.